C'est le retour du travel ban. Donald Trump a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié par la Maison-Blanche. Cette interdiction, qui entre en vigueur ce lundi, s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Ces autres pays sont eux visés par des restrictions, le Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très agressive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administrations efficaces, la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et dans le cas de l'Iran par le soutien du terrorisme. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a exprimé ses inquiétudes au regard du droit international en raison de la portée très large et générale de cette interdiction. L'Union africaine s'est dite préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures, y compris les relations diplomatiques avec les pays concernés. Au moins 27 personnes ont été arrêtées dans le centre-ville de Los Angeles alors que des milliers sont descendus dans la rue pour protester contre les opérations massives anti-migrants ordonnées par Donald Trump et son déploiement de troupes de la garde nationale. Les manifestants ont fermé une autoroute et mis le feu à des voitures autonomes, ce qui a incité les forces de l'ordre à répondre par des gaz lacrymogènes, des balles de défense et des flashballs. C'était le troisième jour et le plus intense de manifestations dans le sud de la Californie, déclenchées par la répression de Donald Trump en matière d'immigration et l'arrivée d'environ 300 soldats de la garde nationale. Les troupes ont été déployées pour garder les bâtiments fédéraux, y compris un centre de détention qui est devenu le point focal des manifestations. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a exhorté Donald Trump à retirer les troupes, qualifiant cette décision de grave atteinte à la souveraineté de l'État. C'est la première fois depuis des décennies que des troupes de la garde nationale sont déployées dans un État sans la demande du gouverneur. Durant le week-end, les tensions sont montées entre manifestants et policiers. Une journaliste de la télévision australienne a été touchée à la jambe par une balle de défense alors qu'elle effectuait un reportage en direct pendant les manifestations. À l'origine des rassemblements, initialement pacifistes selon la maire de Los Angeles, l'apparition d'informations vendredi selon laquelle des agents de l'agence de police en charge de l'immigration et des douanes, ICE, menaient des descentes dans des quartiers à prédominance hispanique, parfois en civil. Le débat autour de l'immigration est particulièrement sensible dans la ville puisqu'un tiers de sa population est né à l'extérieur des frontières américaines. Au cours de son second mandat, Donald Trump a intensifié les raids en matière d'immigration, ordonnant à ICE de détenir jusqu'à 3000 personnes par jour. Emmanuel Macron a dénoncé le retrait des États-Unis des financements de la lutte contre le changement climatique, estimant qu'il était temps de parvenir à un accord pour l'ensemble de la planète. Des propos tenus juste avant le début du sommet mondial sur les océans qui s'ouvre ce lundi à Nice. Une conférence que le président français décrit comme un sommet de mobilisation et où il exhorte les nations participantes à transformer des décennies de promesses en véritable engagement pour la protection de la mer, en concluant notamment un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins. On ne va rien lâcher, je veux qu'on arrive à un accord pour toute la planète. Parce que c'est complètement fou d'aller exploiter, d'aller forer un endroit qu'on ne connaît pas. C'est de la folie furieuse. Près de 63 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont de nombreux dirigeants du Pacifique et d'Amérique latine. Les Nations Unies estiment que la protection des océans est une urgence mondiale en raison de la hausse des températures, de la pollution plastique qui étouffe la vie marine et de la surexploitation incessante du poisson. L'armée israélienne a arrêté lundi matin le navire humanitaire Madeleine qui se dirigeait vers Gaza avec à son bord 12 militants, dont Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Le navire a été intercepté vers 3 h du matin alors qu'il s'approchait du territoire palestinien soumis à un strict blocus terrestre et naval. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une vidéo montrant les passagers recevant de l'eau et de la nourriture, déclarant qu'ils étaient tous sains et saufs. Le Madeleine avait appareillé le 1er juin de Sicile, avec pour objectif déclaré de briser le blocus israélien à Gaza. L'État hébreu qualifie quant à lui l'expédition de provocation médiatique à des fins de publicité. Les autorités israéliennes ont invité les passagers du navire à rentrer dans leur pays d'origine.
La Freedom Flotilla Coalition, qui a organisé la traversée, affirme que l'arrestation du navire s'est produite dans les eaux internationales et dénonce à ce titre une violation des lois maritimes. Après un blocus total de 2 mois et demi, Israël a commencé à autoriser l'entrée d'une aide limitée dans la bande de Gaza le mois dernier. Mais les Nations Unies et de nombreuses ONG estiment que celle-ci est encore largement insuffisante pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire. Pékin et Washington s'apprêtent à ouvrir un nouveau cycle de négociations commerciales à Londres, comme convenu par le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d'un échange téléphonique. À quelques heures des discussions, la Chine révèle que l'achat de ses marchandises aux États-Unis a chuté de 3,4% par rapport à l'année précédente. Si les exportations chinoises sont un peu en deçà des prévisions des économistes, elles restent largement excédentaires. Celles vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe ont respectivement progressé de 14,8% et 12% en un an. En juin, les exportations devraient connaître un léger rebond, cette période étant comprise dans les 90 jours de suspension de droits de douane mutuellement imposés par Pékin et Washington. Les marchés intérieurs chinois souffrent également, les prix à la consommation ayant baissé de 0,1% en mai en raison d'une demande atone. Quatre soldats japonais ont été blessés lundi dans une explosion sur une base militaire américaine de l'île d'Okinawa, dans le sud du Japon. Les soldats travaillaient sur un site où sont stockés des explosifs déterrés sur l'île, qui datent pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale. L'un des engins explosifs se serait soudainement déclenché alors que les soldats l'inspectaient sur le site. Il s'agit du premier incident de ce type depuis le lancement, en 1974, de l'unité de neutralisation des munitions non détonées de l'armée japonaise. Des milliers de tonnes de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale sont encore enfouies dans tout le Japon et sont régulièrement déterrées sur des chantiers de construction. Près de 2000 tonnes de bombes américaines se trouveraient toujours sur la seule île d'Okinawa, site de l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale dans la région. En octobre dernier, une ancienne bombe américaine a explosé dans un aéroport du sud du Japon, créant un large cratère et entraînant la suspension de dizaines de vols. Les Italiens votent ce dimanche et jusqu'à 15h lundi sur des référendums qui faciliteraient l'obtention de la citoyenneté pour les enfants nés en Italie de parents étrangers et sur une meilleure protection de l'emploi. Cependant, le manque apparent de sensibilisation du public risque d'invalider le vote si la participation est insuffisante. Il faut qu'au moins 50% plus 1 des électeurs éligibles aient voté. Les défenseurs de la modification de la loi sur la nationalité affirment qu'elle aidera les Italiens de deuxième génération nés en Italie de parents non ressortissants de l'Union européenne à mieux s'intégrer dans une culture qu'ils considèrent déjà comme la leur. Les partis majoritaires se sont opposés au référendum et certains représentants du gouvernement conservateurs et traditionnalistes ont exhorté les citoyens à ne pas se rendre aux urnes. Les analystes estiment en fait que le vote est un test pour l'exécutif de Giorgia Meloni. Si les nouvelles règles sont adoptées, elles pourraient affecter environ 2,5 millions de ressortissants étrangers qui luttent pour être reconnus comme citoyens italiens. Lorsqu'on demande à la Belgique ce qui fait sa renommée, la réponse la plus fréquente est la bière. Le pays compte plus de 400 brasseries et produit plus de 1600 types de bière. Toutefois, au cours des 10 dernières années, la consommation de la boisson houblonnée a diminué. Selon un rapport annuel de l'Association des brasseurs belges, la consommation totale de bière devrait encore chuter de 2% en 2024. L'association affirme que cette baisse est le résultat de coûts élevés, d'une compétitivité réduite, d'un changement des habitudes de consommation et de l'instabilité géopolitique. Je pense qu'il y a pas mal de mesures qui incitent le citoyen à consommer de moins en moins d'alcool d'une manière générale, notamment celles qui ont trait à la sécurité routière. J'habite en Belgique depuis 12 ans et j'ai l'impression que le prix de la bière a quand même doublé depuis. C'est aussi une question de santé, je crois, parce qu'il y a, et de goût, parce qu'il y a beaucoup de gens... il y a 5 ans, il y avait une bière sans alcool, maintenant il y a 6. Il n'y a pas que la Belgique, les brasseurs européens sont confrontés à un déclin à long terme car l'Union européenne a connu une baisse de la demande de bière alcoolisée. Selon Eurostat, entre 2022 et 2023, la production de bière non traditionnelle, sans alcool, a augmenté de plus de 13%. Ce n'est pas seulement une exposition, c'est une histoire sur l'imagination, la solitude et la peur. L'histoire d'un artiste qui a peint des rêves comme des photographies.
À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Zdzisław Beksiński, le musée d'art fantastique vous invite à une rencontre extraordinaire avec son univers. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 20. rocznicy śmierci Beksińskiego. I Muzeum Sztuki Fantastycznej, które w zasadzie od początku prezentuje sztukę Zdzisława Beksińskiego, w te obchody chciało się włączyć. 23 obrazy z kolekcji prywatnych, które nigdy wcześniej nie były prezentowane publicznie. Także rzeczywiście dla fanów gratka. Oprócz tego do końca lipca na Placu Konesera można oglądać wystawę zdjęć Zdzisława Beksińskiego, 40 przepięknych fotografii na dużych planszach. Les photographies complètent l'histoire de son art et l'intérêt considérable qu'elle suscite montrent que Beksiński continue d'émouvoir et d'inspirer. Chyba najlepszym dowodem tego, czy on jest ceniony, czy niedoceniany, są absolutnie rekordowe frekwencje na naszych wystawach. Przez 3 miesiące przyszło 70 000 osób w roku covidowym. Zaczynał od abstrakcji, ale od niej bardzo szybko odszedł i wkroczył w swój własny świat swoich marzeń, swoich snów i zaczął malować to, co mu w duszy grało, co miał, jak mówił, w sercu i pod powiekami. Chciał malować, jakby fotografował sny. I rzeczywiście wydaje się, że do końca swojego życia tej drodze wierny pozostał. Niektórzy twierdzą, że jest to malarstwo wizjonerskie wręcz, tak? Że on przewidział tę apokalipsę, do której zmierzamy. Nie nadając tytułów, też Zdzisław Beksiński tę wolność odbiorcy dał. Tak naprawdę na obrazie jest dokładnie to, co konkretny odbiorca widzi. Całe życie obawiał się śmierci. Tak naprawdę ta sztuka to jest gdzieś cały czas o tym strachu, o tym lęku przed śmiercią. I nawet trudno się o tym mówić. Dlatego chyba najlepszym takim naszym wyrazem pamięci o tym wydarzeniu jest wystawa, którą zorganizowaliśmy. L'exposition est ouverte jusqu'au 27 septembre.